Tranche de couple, avec Max et Guillaume, notre vie, notre monde. saison 2. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce 6e épisode de la saison 2 de notre podcast. Tranche de couple. Cet épisode est intitulé Affaire à suivre. On est comme d'habitude très heureux de vous retrouver et on espère que c'est la même chose de votre côté. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours et vous pouvez nous retrouver entre-temps sur Facebook, Sur la page Tranche de couple, et sur Twitter. @tranche de couple. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, mais aussi pour nous dire ce que vous auriez envie qu'on traite ou alors pousser un coup de gueule. Et vous pouvez aussi nous écrire un mail sur tranchedecouple@gmail.com. Si ce podcast vous plaît, faites-le aussi connaître autour de vous. Et vous pouvez enfin mettre une note sur Apple Podcast pour aider à faire connaître Tranche de couple. On commence comme d'habitude avec la rubrique Actu. Guillaume, aujourd'hui, tu nous parles de quoi en premier ? Alors aujourd'hui, on va parler vaccin, puisque ça a été au centre des préoccupations de pas mal de gens au cours de ces 2 dernières semaines. Donc le vaccin contre le Covid, est-ce un espoir, est-ce une chimère ? Alors que l'actualité a été longtemps monopolisée par les reconfinements et les élections aux États-Unis, il y a une forme d'agitation, voire de fébrilité de la part des médias et des politiques et de certains laboratoires qui travaillent sur un vaccin. Il y en a plus d'une centaine qui sont aujourd'hui dans la course partout autour du monde. Les réjouissances ont été lancées en effet le 4 novembre dernier par le laboratoire allemand Pfizer qui s'est associé dans cette course au vaccin à l'entreprise BioNTech. Ils ont en effet annoncé ce jour-là que leur vaccin serait efficace à 90% selon des chiffres provisoires. Ils ont été suivis peu de temps après par d'autres laboratoires, notamment Moderna ou le français Sanofi. Alors Moderna, c'est pour un vaccin aussi qui sera là assez rapidement. Sanofi, ce sera un peu plus tard, donc plutôt fin du premier semestre 2020. 2021, pardon. Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'efficacité d'un vaccin ? En gros, ça veut dire que pour 100 personnes vaccinées, 90 seront réellement insensibles au virus concerné. Et que ça veut aussi dire que 10 personnes risquent de l'attraper car aucun vaccin à ce jour n'a une efficacité de 100%. Et c'est là qu'intervient la notion d'immunité collective. L'immunité collective, c'est le fait qu'une proportion évaluée autour de 60 à 70%, 70% d'une population par les virologues, eh ben oui Max, c'est la Belgique, soit immunisée contre un virus donné, permettant ainsi de stopper sa propagation, puisque le virus, même s'il se transmettait à une personne qui n'est pas immunisée, rencontrerait des barrières chez les autres qui, elles, le sont. C'est grâce à cette immunité collective qu'on maîtrise aujourd'hui des épidémies saisonnières de grippe, de rhume ou de virus, de coronavirus de type moins violent que le Covid-19, que la Covid-19. Mais c'est aussi grâce à la vaccination et à une forme d'immunité collective que des maladies tout aussi graves que le Covid-19, voire davantage, ont disparu. La rougeole, la poliomyélite, le tétanos notamment, qui aujourd'hui sont quasiment disparus de notre environnement. On a une tendance depuis plusieurs années à voir certaines de ces maladies ressortir, notamment parce qu'en France en tout cas, notamment parce qu'il y a une certaine Front anti-vaccin ? Une certaine fronde anti-vaccin de la part d'une minorité de gens, heureusement, mais qui font que ces maladies réapparaissent et recommencent de nouveau à faire des morts, alors que pendant des années, on n'avait notamment pas eu de mort de la rougeole dans notre pays. Plusieurs gouvernements européens ont indiqué qu'il faudrait vacciner au minimum 80% de la population pour pouvoir, en tenant compte des personnes chez qui le vaccin ne sera pas efficace, atteindre cette immunité collective au Covid. Et quand on sait la fronde anti-vaccin qui sévit en France notamment, on peut imaginer que les Français ne sont pas au bout de leurs restrictions de voyage s'ils ne sont pas officiellement vaccinés. Et oui, parce que l'impact n'est pas seulement en France. Ben oui, en fait, le fait de ne pas se faire vacciner, les pays voisins de la France et des pays plus lointains, notamment les États-Unis, la Chine, l'Inde, qui, par exemple, je donne des exemples de grands pays, mais se rendre compte que les Français commencent à être beaucoup plus perméables à des maladies qui étaient supposées être éradiquées, risque de mettre en place des restrictions de voyage pour les Français, avec par exemple l'obligation de présenter, ce qui ne se fait pas aujourd'hui, mais une vaccination un jour sur X ou Y maladie. Aujourd'hui, on a un certain nombre de vaccinations pour voyager qui sont recommandées. Parfois, certains pays, pour des maladies très précises, très spécifiques, notamment des pays tropicaux, demandent des vaccinations précises qu'on ne fait pas en France en général, mais
Pour le reste, il n'y a aucun souci. On peut imaginer qu'effectivement, ce soit plus compliqué pour un Français de voyager si, effectivement, ces pays se rendent compte que les Français représentent un danger sanitaire. À ce sujet, je vous rappelle cette famille au Costa Rica qui voyageait au Costa Rica en mars 2020, donc au début de la pandémie, qui a en fait fait partie des gens qui ont introduit la Covid dans ce pays, puisque cette famille n'avait pas pris soin avant de partir de faire de tests ou de se mettre en quarantaine comme c'était pourtant recommandé à cette époque. De toute façon, le chemin vers la vaccination de masse est encore long, on parle d'1 an minimum pour y arriver, même si certains dirigeants, comme le Premier ministre espagnol Sanchez, affirment qu'une partie substantielle de la population serait vaccinée en juin 2021. Et au-delà de l'Europe, il faudra également une solidarité avec les pays en développement pour les aider également à mettre en place ce processus de vaccination qui va être très lourd, logistiquement notamment, puisque par exemple, le vaccin de Pfizer doit être conservé à moins 80 degrés. Et on imagine que dans un monde où les voyages sont monnaie courante et où la circulation des hommes comme des biens se fait aujourd'hui faisant fi des frontières, il est important que l'ensemble de la population mondiale soit immunisée contre cette maladie. Voilà Max, est-ce que tu veux nous faire un petit point maintenant sur notre sujet favori, la présidentielle US ? Et oui, effectivement, on a continué à suivre ça avec attention et c'est pas toujours simple de comprendre. Vous l'avez peut-être suivi vous-même, ce qui se passe aux États-Unis. On a la chance de pouvoir s'appuyer sur un certain nombre de journalistes et d'observateurs de la vie présidentielle américaine qui peuvent nous donner un peu quelques résultats. Alors, on va faire un petit décryptage. Au dernier décompte, Joe Biden a obtenu près de 6 millions de voix de plus que Donald Trump, avec quasiment 80 millions de voix en sa faveur. Il a remporté 306 grands électeurs contre 232 pour Donald Trump. Mais alors où est-ce qu'on en est exactement ? Parce que vous savez que Donald Trump n'a pas concédé la victoire officiellement. Il conteste toujours très vocalement la victoire de Biden. Enfin, vocalement. Sur Twitter. Beaucoup de tweets, mais aussi beaucoup quand même dans chacune de ses interventions. Stop the count. Il soutient qu'il y a eu une fraude massive orchestrée par les démocrates, mais aussi par certaines grandes entreprises, que le monde est contre lui, et parfois même que certains pays étrangers ont orchestré sa défaite. La campagne de Trump a initié une démarche de contestation systématique des résultats des élections, sans succès pour l'instant. Alors ils ont perdu 34 recours en justice, dont hier, donc samedi 21 novembre, au niveau de la Cour suprême de Pennsylvanie, qui va de fait terminer l'ensemble des recours en justice dans cet État, qui est un État clé, puisque si Trump ne gagne pas cet État, il ne peut pas remporter les élections. Ces recours étaient de toute façon voués à l'échec, car la campagne de Trump n'a jamais amené aucune preuve de fraude massive qui soit de nature à renverser les résultats. Et c'est pour ça qu'ils ont systématiquement perdu lorsqu'ils se trouvaient devant le juge. À part dire qu'il y avait vraiment des suspicions très fortes, ils n'avaient aucune preuve à apporter. Ils restaient dans le vague, quoi. Tout est resté très vague et en fait, c'est plutôt des fake news que des faits qu'ils ont relatés au juge, c'est ça ? Exactement. Ils n'ont de fait gagné que 2 procédures en justice, mais tout à fait mineures et pas du tout de nature à renverser les équilibres. Cette absence de preuves fait aussi que les grands cabinets d'avocats qui soutenaient les recours en justice de la campagne de Trump juste après les élections, qui sont des recours naturels lorsque les résultats sont un peu serrés, de recomptage ou ont quitté littéralement le bord, et c'est désormais l'avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, que vous connaissez parce que c'était le maire de New York lors des attentats du 11 septembre. C'est celui qui avait défendu Trump dans tout ce qui était lié aux ingérences russes sur les élections de 2016. Eh bien, c'est désormais lui qui est en ligne de front. La stratégie de campagne de Trump était en fait de retarder la certification des résultats dans les États clés, qui devait intervenir, ou qui doit intervenir d'ici au 8 décembre, puisque c'est le 14 décembre que les grands électeurs désigneront officiellement le président élu sur la base des résultats certifiés dans chacun de leurs États. Donc une série d'États ont d'ores et déjà certifié les résultats, malgré les recours judiciaires, et c'est le cas notamment de la Géorgie, qui a eu lieu la semaine dernière, et la semaine prochaine, un certain nombre d'États clés, dont la Pennsylvanie, vont certifier les résultats, et donc on attend naturellement cette étape avec
intérêt. Bon, ce qui est purement hallucinant, c'est que malgré l'absence de fondement sérieux de ce discours contre les fraudes, le narratif de Trump, qui est soutenu par la grande majorité des élus républicains, porte en fait ses fruits, puisque selon un récent sondage, 44% des Américains pensent que la victoire de Biden n'est pas légitime. Et naturellement, vous imaginez, c'est surtout des républicains qui pensent que cette victoire n'est pas légitime. Alors, il est dans tous les cas inéluctable que Joe Biden prêtera serment le 20 janvier prochain. Mais néanmoins, la stratégie de Trump a déjà sapé les fondements de la démocratie et c'est sûr, ça laissera des traces et des marques profondes pour le futur. Et on leur souhaite en tout cas bon courage pour essayer d'une part de faire émerger une Amérique unifiée, mais surtout aussi pour les prochaines élections de pouvoir redonner confiance dans le processus démocratique aux États-Unis, qui est un fondement essentiel de ce pays et de nos pays occidentaux. Guillaume, aujourd'hui, c'est toi qui décryptes l'Europe ? Aujourd'hui, c'est moi qui décrypte l'Europe. À l'heure où la période de transition du Brexit va s'achever, on peut s'interroger sur la place de l'anglais et des langues en général au sein de l'Union européenne. Je trouvais que c'était un sujet assez intéressant puisque l'Union européenne aujourd'hui, c'est 27 États membres, 24 langues officielles et la diversité linguistique qui est inscrite à l'article 22 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi qu'à l'article 3 du traité sur l'Union européenne, selon lequel, je cite, l'Union européenne respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen. En effet, le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne fera que c'est le seul pays dont l'anglais est la langue principale au sein de l'Union européenne. Deux autres pays, Malte et l'Irlande, ont l'anglais au sein de leur langue officielle, en plus de l'irlandais en l'occurrence, et du maltais. On peut donc s'interroger, comme je vous le disais, sur la place des langues au sein de l'Union européenne. En théorie, chaque citoyen doit pouvoir obtenir n'importe quel document émis par n'importe quelle institution ou agence de l'Union européenne dans sa langue nationale, qu'il ou elle soit letton, hongrois, italien ou irlandais. Et des chiffres de 2016 indiquent que, pour la seule Commission européenne, ce sont plus de 1750 linguistes et 600 assistants, 600 interprètes employés directement et 3000 indépendants qui sont mobilisés au quotidien pour gérer les questions de traduction. Sauf que le problème avec l'anglais, qui est soulevé par Nicolas Groverde, qui est le fondateur notamment du site Bruxelles 2, c'est que cette langue est devenue progressivement la langue principale, par souci d'efficacité certes, mais aussi par une forme de facilité. Et ce faisant, on rentre dans un cercle vicieux. Car si on considère que l'anglais est la langue de travail, alors on va recruter des gens dont c'est la langue principale, ou la langue maternelle, ou en tout cas une langue qu'ils maîtrisent très bien. Et plus on recrute de gens qui parlent essentiellement l'anglais, plus finalement on ancre solidement cette langue comme langue de travail, et on oublie les autres par justement facilité. Et quand on est français ou francophone, représentant une langue parlée par près de 75 millions d'Européens, et la langue officielle de 3 pays, la France, la Belgique et le Luxembourg, on prend un peu la mouche. Et la mouche se vexe encore davantage quand on apprend d'un rapport sur l'usage du français et la promotion du multilinguisme au sein des institutions de l'Union européenne, qui a été publié en novembre 2019 par l'Assemblée parlementaire de la francophonie, que 70% des textes produits par l'Union européenne ne seraient jamais traduits dans une autre langue que l'anglais. En gros, à l'exception de la Cour de justice de l'Union européenne, dont la langue de délibération et en partie de travail est le français, aucune autre institution ne traduit aussi largement dans une langue que l'anglais les textes produits et les supports, notamment de communication. Les données issues de la Commission européenne elle-même montrent que 84% des traductions se font directement vers l'anglais, donc on traduit des textes d'une langue de l'Union européenne vers l'anglais, mais pas vers une autre langue. 2,6% des traductions vers le français, 2% vers l'allemand et 11% vers toutes les autres langues, donc les 21 autres langues de l'Union européenne. Malgré donc des textes fondateurs très favorables au multilinguisme, l'anglais s'est imposé comme une langue de travail dans la plupart des institutions. Le Parlement européen opère, lui, un multilinguisme maîtrisé, c'est comme ça qu'ils appellent la façon de fonctionner, où chaque parlementaire s'exprime dans la langue de son choix, les traductions simultanées sont faites de et vers l'ensemble des langues officielles, mais les textes ne sont traduits qu'en fonction du type de texte, sa portée et sa destination vers une, deux, trois ou plusieurs langues du pays, de l'Union européenne. Et même si on comprend la place prise par l'anglais au fil du temps au sein de l'Union européenne et internationalement, c'est toujours la langue des affaires aujourd'hui, c'est en train de devenir de plus en plus la langue de la diplomatie, mais ça c'est un vaste sujet auquel on pourra revenir un jour. On peut raisonnablement espérer que le Brexit permettra de rouvrir un débat sur la place des langues au sein de l'Union européenne
et peut-être améliorer l'intégration de l'ensemble des membres via ce mécanisme. To be continued, affaire à suivre. Je voudrais simplement rajouter un élément, c'est tout à fait intéressant. Je trouve que on a aussi, en parlant anglais, moi qui travaille dans ce milieu-là, en parlant, tout le monde s'exprime en anglais, mais il y a très peu en réalité de natifs de cette langue. Et donc on a une certaine pauvreté de notre dialogue, de notre réflexion, et de ce qu'on couche sur le papier, puisque tout est finalement à la fin écrit. Et donc la pauvreté de notre langage, en fait, c'est ça aussi qui est dommageable pour la réflexion et pour l'Union européenne de manière générale, c'est que finalement on s'exprime avec une langue qu'on ne maîtrise pas. Le deuxième aspect, c'est aussi que quand on réfléchit dans une autre langue ou dans sa langue maternelle, on est aussi influencé par sa propre culture. Et donc, quand un papier va être écrit en français puis traduit vers l'anglais éventuellement pour être ensuite discuté avec les autres, on va avoir une sensibilité qui va être différente si elle a été écrite de base en anglais. Et donc, confronter ces différentes approches et ces différentes langues dans la réflexion, à mon sens, aussi permettrait de nourrir un résultat qui soit plus intéressant, plus multiculturel dans sa pratique. Et les trois langues de travail au sein de l'Union européenne, c'est l'anglais, le français et l'allemand. Et donc il y a quelques années, il était tout à fait possible dans certains domaines, ou certaines, selon les sujets qu'on traitait, qu'une réunion se fasse en français, en allemand peut-être plus rarement, mais en tout cas en français, il y avait beaucoup de fonctionnaires qui parlaient français. Et c'est vrai que la réalité, c'est que dès qu'il y a une personne qui ne parle pas suffisamment bien le français pour pouvoir suivre la réunion, on passe automatiquement en anglais. Et donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, toutes les réunions quasiment se passent en anglais. Voilà, ces petits compléments, mais effectivement, c'est un enjeu important si on veut éviter de devenir monolithique. Absolument. Bon, j'ajoute quand même que l'anglais constitue ce qu'on appelle aujourd'hui une lingua franca. Pour faire court, une lingua franca, c'est une langue véhiculaire, c'est une langue dont de par sa circulation et de par son accessibilité, fait qu'on l'utilise davantage pour permettre justement de faciliter les échanges. Mais comme le dit Max, faciliter les échanges, c'est une chose. Multiplier la profondeur de ces échanges et le contenu de ces échanges c'en est une autre, et ça passe probablement aussi par une diversité linguistique. Voilà, c'était tout pour le point au cœur de l'Union européenne. Voilà, alors maintenant, on a un petit point Belgitude comme d'habitude. Guillaume, tu veux nous parler de bière aujourd'hui ? Ouais, alors ça, je l'ai préparé tout seul, je vous précise, parce que Max et la bière, c'est pas tout à fait une histoire d'amour. Heureusement qu'il ne savait pas mon amour pour la bière quand on s'est mis ensemble, parce que je pense que ça aurait peut-être changé les choses. Non, c'est pas rédhibitoire. T'es sûr ? Mais bon, ça va alors. Je suis ouvert. Et donc aujourd'hui, on va vous parler de la bière. Et puis d'ailleurs, vous reprendrez bien une bière une fois. Alors, s'il n'y a pas mieux pour froisser un Belge, et Dieu sait que c'est pas facile dans un pays où l'autodérision est un sport national et le surréalisme une quasi-religion, que de lui balancer ce une fois avec un accent un peu trop français pour être honnête, la bière, à consommer avec modération, ou, comme on dit en Belgique, une bière brassée avec savoir, se déguste avec sagesse, est presque aussi une religion. Et les cafés-bars de l'Horeca, ces églises. À l'origine de la bière, en tout cas en Belgique, c'est un constat au Moyen-Âge que l'eau est souvent polluée et impropre à la consommation. Et les abbayes, qui cherchaient des solutions pour justement traiter ce problème, sont passés donc au brassage de la bière, qui existe, elle, depuis bien plus de 2500 ans, pour avoir justement un breuvage avec un peu d'alcool dedans qui permettait d'éliminer les bactéries potentiellement nocives. Alors, pourquoi la bière en Belgique ? Déjà parce qu'au Moyen-Âge, le climat plus froid qu'aujourd'hui, ou pourtant aujourd'hui, c'est pas... Te marre pas. Donc le climat aujourd'hui, c'est pourtant en Belgique, c'est pas les tropiques, mais la culture du vin au Moyen-Âge du raisin était complètement impossible.
Aujourd'hui, on commence à avoir quelques vignes qui arrivent, notamment par le sud du pays. Mais donc, comme en Allemagne, les abbayes se sont tournées vers la bière. Et alors, ce qui est resté un breuvage, on va dire, purement à boire, ça n'avait pas d'intérêt culturel pendant pas mal d'années. C'est au 19e siècle, à partir du 19e siècle, que les abbayes, et notamment à commencer par les abbayes trappistes, ont commencé à brasser de la bière pour davantage, on va dire, la diffuser en tant que produit culturel et pas seulement en tant que produit de grande consommation. Donc quand on parle d'abbayes trappistes, je vais vous parler de Westmalle, je vais vous parler de Chimay, je vais vous parler de Rochefort, d'Achel ou de Orval. Alors pour ceux qui connaissent Orval, l'Orval c'est une bière sur laquelle il y a un espèce de mythe. C'est le mythe ou en tout cas c'est une très bonne, ils ont un très bon commercial puisque l'Orval c'est cette bière belge qui est toujours très compliquée à trouver dans les supermarchés parce qu'ils en produisent soi-disant trop peu pour qu'elle puisse être distribuée largement. Et donc, quand on trouve de l'Orval au supermarché, tu as toujours quelqu'un qui va dire il faut que j'en prenne au moins 8 ou 10 ou 12 parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va en retrouver. C'est un peu comme moi et les tomates séchées ou le fromage râpé pendant le confinement. Il faut créer la pénurie. Il faut créer la pénurie. Il faut créer la pénurie. Et donc Orval, c'est une des bières autour desquelles il y a ce mythe. Alors voilà, ces abbayes, elles ont commencé à brasser au 19e siècle, mais il y en a d'autres qui sont arrivées ensuite. Alors elles ne sont pas trappistes, ce ne sont pas les bières d'origine, mais ce sont des bières reconnues également. Maretsu, Leffe, Saint-Feuillin, Bornem, Grimbergen, Floref, Val-Dieu, enfin bref, je pourrais en citer énormément. C'est tous des noms qui nous font un peu voyager. Et peut-être qu'un de ces jours, on se fera un voyage en vélo dans les abbayes pour prier pour Max et puis pour moi pour faire une petite dégustation de bière. Ah voilà, c'est un bon petit programme. Mais bon, c'est malheureusement encore le confinement, ici aussi en Belgique, comme pour chez vous. Alors on s'est dit que pour cette partie vie de couple, alors comme on a déjà un peu parlé longtemps, on va essayer de ne pas parler trop longtemps sur cette partie-là. C'est ça, on prépare trop bien nos podcasts maintenant. Voilà, c'est ça. On pouvait un peu vous parler de comment on occupe comment on s'occupe en ces temps de confinement. Alors d'abord du sport, parce que ces derniers mois, on a quand même plutôt repris une activité sportive assez intensive. J'allais dire, c'est comment on s'occupe, pas seulement en temps de confinement, mais comment on s'occupe d'habitude et puis quels impacts le confinement a sur nos occupations. Voilà, et vous le savez peut-être pas, mais les salles de sport ici aussi en Belgique ont fermé avec le confinement. Et du coup, on continue à courir, mais on court autour des étangs d'Ixelles. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a 2 étangs qui sont, à 300 mètres, 500 mètres de chez nous. Qui sont assez connus ici à Bruxelles et qui, du coup, font un endroit assez idéal pour courir. Bon, alors c'est vrai que moi qui déjà aime pas beaucoup courir d'habitude, aller me retrouver au froid sur un terrain qui est pas toujours... il y a en général pas mal de monde qui se balade autour de l'étang, donc il faut majoritairement courir sur la route. Je vous assure que ça fait 10 ans qu'on est ensemble avec Max et ça fait 10 ans que je l'entends dire que courir à l'extérieur, c'est non, ça ne peut pas arriver. Donc là, c'est quand même une sacrée évolution. Voilà. J'ai pas couru au premier confinement, faut quand même le dire. Moi non plus, je vous rassure. Et puis, comme c'est l'hiver, on a le droit aussi au froid, aux petites gouttes de pluie, voire aux grosses gouttes de pluie. Enfin, c'est pas les conditions idéales non plus. C'est pas qu'on ait beaucoup pris la pluie en sortant, on est aussi prudent et un peu... réaliste. Enfin, s'il pleut comme vache qui pisse dehors, on va pas sortir. Ah oui, non, c'est sûr. Faut pas déconner non plus. Bon, alors, on a la chance, nous, de ne pas être limité à 1 kilomètre autour de notre domicile. Et donc, on a pu profiter des jolies couleurs de l'automne qui se terminent néanmoins le week-end dernier en allant faire une petite balade dans l'abbaye de Villers-la-Ville, qui est une ancienne abbaye qui est maintenant à l'abandon. Mais donc, on a pu quand même se balader dans les ruines. Il y a un joli parc. Et il y avait des jolies couleurs. Vous pouvez retrouver d'ailleurs quelques photos de cette balade sur notre compte Twitter. Absolument.
Alors la deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on arrive à poursuivre les activités qu'on a d'habitude pendant ce temps de confinement. Alors principalement, au-delà du boulot, hein, qui, vous le savez, c'est du télétravail, on a adopté le virtuel, donc les visioconférences pour pouvoir continuer nos activités. Alors Absolument, Guillaume, parce que les choses ne s'arrêtent pas non plus à cause du confinement en dehors. et heureusement. Et donc, par exemple, moi, je suis impliqué au sein de notre église locale. Je suis notamment dans 2 équipes. L'équipe qui gère toute la coordination des événements, des activités de l'église, pour laquelle donc, on a une réunion mensuelle qui se fait maintenant par Zoom, puisque il faut quand même on essaye de préparer ce qui va se passer pour Noël, on essaye de préparer des choses pour rester proche des gens et des croyants aussi, de ceux qui viennent à l'église régulièrement. On organise des permanences tous les week-ends à l'église, même si les messes sont interdites, l'église reste ouverte pour accueillir les gens. On fait en sorte que des activités qui sont importantes, comme le caté, la préparation au mariage, la préparation au baptême, puissent toujours avoir lieu. On a des jeunes prêtres, on a la chance d'être dans une paroisse avec des jeunes prêtres relativement jeunes et très dynamiques, qui ont pu faire toutes ces propositions via Zoom notamment, ou via d'autres systèmes de vidéo en ligne. Et puis je suis aussi dans l'équipe communication. On vient de lancer une équipe de communication pour essayer d'améliorer un peu la communication, mais là pas de la paroisse, mais de ce qu'on appelle ici l'unité pastorale, qui est plus largement, c'est une paroisse, c'est plusieurs clochers en gros, c'est plusieurs églises. Et puis on essaye donc on travaille via toujours ces sessions en ligne sur la charte graphique, le site internet. On essaye de dynamiser un peu tout ça, et justement on se rend compte combien ces outils sont importants, que ce soit le site internet ou des outils comme une page Facebook sont importants en période de confinement, puisqu'ils sont le lien le plus évident qu'on peut avoir auprès des paroissiens. Alors il faut se dire qu'il y en a un certain nombre aussi qui ne maîtrisent pas forcément très bien les outils informatiques, pour lesquels on produit toujours des outils et des propositions en papier ou en tout cas plus facilement accessibles, qu'on dépose notamment à l'entrée des églises. Mais on est quand même très attentif à faire en sorte que le site internet soit mis à jour, qu'il y ait des vidéos régulières, que ça bouge, que les gens se rendent compte que tout ne s'arrête pas, et que, contrairement à certains catholiques, notamment en France, ce n'est pas parce qu'on ne va pas à la messe toutes les semaines qu'on va perdre la foi, et que la foi, ça passe aussi par des activités, le fait d'être actif, le fait d'être miséricordieux vis-à-vis des autres, aussi en appelant quelqu'un, en prenant des nouvelles, en étant proche des autres de façon différente, et puis que le jour où on pourra recommencer à communier, on sera très content de pouvoir le faire, mais d'ici là, on va se rapprocher de Dieu autrement. Voilà, c'était un discours un peu philosophique, mais je pense que c'est important aussi de souligner ça. Mais bon, voilà, ça c'était mes activités. Alors nous, comme vous savez, on fait plein de choses assez différentes. Max, tu veux nous parler du refuge ? Oui, on en a déjà parlé, je crois, dans au moins un épisode précédent de mon bénévolat auprès du refuge. Donc, pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté ces épisodes précédents, je vous fais un récap rapide. Le refuge, c'est une association qui accueille des jeunes LGBT+, qui soit ont été virés de chez eux, soit ne pouvaient plus rester chez eux à cause de la situation, soit ne pouvaient plus rester chez eux parce que ce n'était plus tenable en raison de leur orientation sexuelle. Et au-delà des jeunes qui sont résidents en Belgique et qui ne peuvent plus rester chez eux, il y a aussi tous les réfugiés LGBT+, qui en réalité sont discriminés dans les centres d'asile où ils sont en attente en fait que leur dossier soit traité par la justice. Et donc le refuge accueille pas mal de réfugiés LGBT pour justement leur offrir un endroit
sécurisant pour qu'ils puissent attendre le résultat de l'examen de leur demande d'asile et puis surtout qu'ils puissent être eux-mêmes dans cette période qui est quand même extrêmement difficile. Vous le savez. Donc, on avait eu recours déjà aux réunions virtuelles, alors par Jitsi ou pas par Zoom, pour nos réunions mensuelles entre les bénévoles, pour un petit peu savoir qu'est-ce qui se passe, quelle est l'actualité au sein des jeunes qui sont bénéficiaires, mais aussi pour préparer les éventuelles activités. Alors, il y a eu beaucoup d'activités avec les jeunes qui, forcément, ont été annulées du fait du confinement parce qu'on ne voulait pas mettre les jeunes non plus en difficulté. Et puis, parce que maintenant, vous vous souvenez, lors du premier confinement, j'avais contribué à leur apporter de la nourriture dans les différents appartements. Maintenant, il y a un système qui est fait avec des permanents, donc les bénévoles, on ne s'occupe plus de ça. Mais ça fait déjà, je pense, 15 jours qu'on a mis en place des réunions virtuelles aussi avec les bénéficiaires pour ne pas perdre le lien avec eux et aussi pouvoir leur offrir un moment un peu de détente. Donc entre 1 heure et 2 heures de réunion tous les 15 jours. Donc en fait c'est la fréquence à laquelle on fait ces réunions entre bénéficiaires et bénévoles habituellement. Et là on a décidé qu'on allait passer ça en virtuel et en fait je veux dire que ça marche très bien. On arrive à passer un très bon moment et surtout ce qui me plaît beaucoup c'est qu'on a réussi à ce que ce soit pas que les bénévoles qui prennent en charge l'organisation de ces moments de dialogue, mais aussi que les jeunes à tour de rôle puissent prendre en charge l'organisation d'une activité, d'un jeu voilà. Et donc ça c'est très chouette et puis on est déjà en train de penser à Noël et donc comment est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose un peu festif mais néanmoins virtuel à l'approche de Noël et donc ça c'est aussi chouette. Voilà, donc c'est pas parce que vous pouvez pas voir les gens, c'est pas parce que a priori ça ne s'y prête pas qu'en réalité vous pouvez pas maintenir le contact grâce au réseau et aux moyens de vidéoconférence. Absolument, c'est des chouettes initiatives. Vraiment, je pense que même en période de confinement, ça n'empêche pas d'être créatif et original. Pour terminer, moi je voulais juste revenir sur une initiative que j'ai trouvée assez chouette. Nous, on essaye aussi au quotidien de promouvoir d'autant plus nos commerces locaux qu'on est en confinement et que ces commerces sont réduits à ne pouvoir faire que du click and collect. Donc pour pas mal de choses, on se sert localement, on n'utilise pas Amazon ou les grandes plateformes quand on peut de récupérer des choses de façon locale. Et donc tu voudrais nous parler d'une initiative, Guillaume, un peu particulière à faire connaître? Oui, en ces temps de confinement où on doit faire fonctionner les petits commerçants locaux, je voulais vous parler de l'initiative CoopCycle. La fédération CoopCycle, c'est une fédération de coopératives qui ont mis en place des services de livraison à vélo dans des villes. Donc l'idée, c'est que vous faites une commande chez n'importe quel commerçant d'une ville, qu'il faut évidemment qu'il soit au courant et qu'il adhère à cette fédération ou à une entité locale en tout cas. Et puis un vélo, un cycliste va chercher la commande et vous l'apporte chez vous. Alors qu'est-ce que ça permet ? Ça permet d'une part de promouvoir des transports, des livraisons plus propres, plus écologiques, plus rapides, parce que évidemment aujourd'hui, pour pas mal de distances courtes et moyennes, on les fait beaucoup plus vite en vélo qu'on ne les ferait en voiture. Là, on parle notamment d'une association qui s'appelle Valcyclo, qui est située à Fontenay-aux-Roses, en région parisienne. Donc on sait qu'en région parisienne, c'est souvent compliqué de se faire livrer. En voiture, en tout cas, ça prend du temps. Et puis, ça permet aussi de faire fonctionner les commerçants, d'avoir des livraisons rapides. Vous pouvez commander le matin et être livré l'après-midi, d'avoir des coûts relativement maîtrisés, puisque le principe du vélo, c'est que, justement, une fois qu'il y a un salaire qui est payé au livreur, qui est donc un salaire honnête et les livreurs ne sont pas indépendants comme ils pourraient l'être chez d'autres livreurs, notamment de grandes firmes dont je ne citerai pas le nom, mais qui servent notamment des repas. Voilà, en tout et pour tout, c'est quand même une initiative à soutenir. On vous mettra le lien de cette fédération sur Twitter et sur Facebook pour que vous puissiez aller jeter un œil.
Et puis peut-être que ça vous donnera des idées pour faire livrer vos cadeaux de Noël ou pour vous faire livrer votre repas de Noël d'ici quelques semaines. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. On était ravis de vous retrouver. Et vous savez que ce podcast est diffusé le lundi de tous les 15 jours. Et on est ravis de voir aussi que vous continuez à nous écouter en ces temps de confinement. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous, comme on vous l'a déjà suggéré, en vous abonnant à notre podcast sur la plateforme Podbean, sur Spotify ou sur Apple Podcast. Vous pourrez ainsi recevoir automatiquement nos nouveaux épisodes. On rappelle notre page Facebook, notre compte Twitter. Vous pouvez partager allègrement toutes ces informations et revenir vers nous si vous souhaitez qu'on parle davantage ou qu'on corrige une bêtise qu'on a pu dire. Ça peut nous arriver aussi sur l'un ou l'autre sujet. D'ici au prochain épisode, portez-vous bien, sortez masqués, gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.